Le 18 février 2001. La NASCAR a perdu sa plus grande star dans ce qui ne ressemblait à rien de plus qu'une légère tape contre le mur. Pour les millions de téléspectateurs qui regardaient à la maison, il ne s'agissait que d'un autre accident mineur à la fin d'une course passionnante. Mais les détails de l'accident de Dale Earnhardt cachent des secrets qui vous glaceront le sang. Il a frappé avec une telle force que tout s'est arrêté. J'ai eu une coupure et quelques bleus. Mais Louis, c'était beaucoup plus dramatique. Ce qui s'est réellement passé dans ces dernières millisecondes n'a pas été filmé par les caméras de télévision. Des signes avant-coureurs s'accumulaient depuis des mois, ignorés par ceux-là même qui auraient pu empêcher cette tragédie. La vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là est bien plus choquante que quiconque aurait pu l'imaginer. Voici l'histoire complète de la mort du plus grand champion de NASCAR et de la façon dont sa mort a tout changé dans le sport qu'il aimait. Le Daytona 500 de 2001 était censé être l'une des plus grandes célébrations de la NASCAR. Fox Sports venait de signer un accord et était prêt à montrer au monde entier ce qu'étaient les courses de stock car. Terry Bradshaw était présent en tant que Grand Marshal. Et Dale Earnhardt avait même emmené la légende du football pour un tour de piste endiablé la nuit précédente, donnant un coup de volant en direction du mur juste pour l'effrayer. Tout le monde disait que cette course allait tout changer pour la NASCAR. Les caméras tournaient, les foules étaient massives et des millions de personnes regardaient la course depuis leur domicile. Dale Earnhardt, le septuple champion connu sous le nom d'Intimidator, était au centre de tout cela. Il a connu des années difficiles, subissant des blessures qui l'ont amené à envisager d'abandonner. Une clavicule cassée à Talladega, un os du cou brisé à Atlanta. Ces accidents l'avaient privé de son sens de la voiture et l'avaient laissé conduire avec un seul bras en 1999. Mais l'année 2000 avait été différente. Earnhardt était de retour sur les circuits et montrait à tout le monde que le vieux lion avait encore de la volonté. Son ami et propriétaire de voiture Richard Childress l'avait supplié de ne pas abandonner pendant cette période sombre. Je lui ai dit que ce n'était pas lui, se souvient Childress. Nos voitures n'étaient pas assez rapides et j'allais y remédier. Lorsque le drapeau vert s'est agité ce dimanche-là, personne n'aurait pu deviner que ce serait le jour qui changerait la NASCAR pour toujours. Les détails de ce qui allait se passer allaient révéler quelque chose de bien plus terrifiant que ce à quoi les spectateurs pouvaient s'attendre. Les 5 avant-coureurs que personne n'a vus. 2 jours avant la course, Dale Earnhardt a accordé une interview à son rival Darrell Waltrip, devenu analyste à la télévision. Au cours de cette conversation, quelque chose d'incroyable s'est produit. Earnhardt, habituellement si contrôlé et concentré, s'est soudain levé de son siège. Excité. « Je suis un homme chanceux. J'ai tout ce qu'il faut », s'est-il écrié. Il a parlé de son mariage et de sa paternité, de ses voitures de course rapide et des voitures encore plus rapides de l'équipe qu'il possédait désormais. Mais il y avait autre chose dans cette interview, quelque chose qui allait hanter tout le monde plus tard. Earnhardt semblait différent, comme s'il faisait ses adieux sans le savoir. La veille de la course, Earnhardt tient une réunion d'affaires avec son vieil ami Terry Labonte. Alors qu'il signe ce qui sera certainement un contrat lucratif, Earnhardt dit soudain quelque chose qui fait taire tout le monde dans la pièce. « Si j'arrive à aller aussi loin », a-t-il dit. Quand tout le monde a commencé à rire, pensant que c'était juste Dale qui était Dale, il ne s'est jamais joint à eux. Il est resté assis. Terry Labonte se souviendra de ces mots jusqu'à la fin de sa vie. C'était assez étrange quand il l'a dit à l'époque. Se souvient-il des années plus tard? Mais cela m'est revenu à l'esprit à peu près exactement 24 heures plus tard. Dale Earnhardt Jr. a lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. Son père, qui d'habitude se rendait directement à sa voiture sans parler à personne, s'est en fait approché de lui ce jour-là. Il s'est approché et lui a dit « Hey, tu peux le faire. Nous avons de bonnes voitures. On va faire ça ensemble. » Junior se souvient. Il ne faisait pas ça avant les courses. Je ne l'ai jamais vu, mais cette fois, il a tenu à venir me voir, avec le recul. Ce changement de routine a peut-être eu plus d'importance qu'il n'y paraît. Mais à ce moment-là, tous les yeux sont rivés sur la voiture qui est sur le point de voler au-dessus de la piste et de s'écraser. La résistance mortelle à la sécurité. Alors que tout le monde se préparait pour la plus grande course de l'année.
Une bataille cachée se déroulait, qui allait rendre les détails de l'accident de Dale Earnhardt encore plus choquants. Il s'agissait d'un combat à propos d'un équipement de sécurité qui aurait pu lui sauver la vie et d'une résistance obstinée qui a scellé son destin. 3 jeunes pilotes avaient déjà trouvé la mort en NASCAR au cours de l'année écoulée. Adam Petty, Kenny Irwin Jr. et Tony Roper. Tous 3 avaient subi le même type de blessure que celle qui allait bientôt coûter la vie à Dale Earnhardt, une fracture basilaire du crâne. Les experts en sécurité savaient qu'il existait un équipement capable d'éviter ces décès. Il s'agissait d'un dispositif Hans, une armature en fibre de carbone qui reliait le casque du conducteur à ses épaules. Mais Dale Earnhardt détestait le dispositif Hans avec une passion difficile à comprendre. Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il en porterait un, il a prononcé les mots qui entreront à jamais la NASCAR. « Je ne porterai pas ce fichu nœud coulant. » Les experts en sécurité ont tout essayé pour le convaincre. Lorsque General Motors, Ford et NASCAR ont invité le Dr. John Melvin, l'un des plus grands experts en sécurité automobile du pays, à une séance d'essai à Daytona pour montrer aux conducteurs le fonctionnement du dispositif Hans. Dale Earnhardt a été le seul pilote à ne pas venir. Il a tout simplement refusé d'écouter. Robert Hubbard, l'un des inventeurs du dispositif Hans, était présent au Daytona 500 2001. Son box de garage se trouvait juste entre Dale Jarrett et Bill Elliott, tous deux en train de s'équiper de l'équipement de sécurité. Hubbard se trouvait à quelques mètres de Dale Earnhardt. Mais l'intimidateur ne voulait rien savoir du dispositif qui aurait pu lui sauver la vie. J'étais à quelques mètres d'Earnhardt, et il ne voulait tout simplement pas entendre parler des mains. Hubbard écrira dans son livre des années plus tard, « Je savais qui allait m'écouter, et je savais qui n'allait pas m'écouter. » Le jour de la course, seuls 5 pilotes sur les 43 engagés portaient un dispositif Hans. L'un d'entre eux était Kyle Petty, dont le fils Ada, âgé de 19 ans, avait été tué l'année précédente par le même type de blessure que celle qui allait coûter la vie à Dale Earnhardt. Le dispositif Hans de Kyle était là, dans sa voiture, attendant de le protéger. L'ironie de la situation est saisissante. Le dispositif que Dale Earnhardt refusait de porter sauvait déjà la vie d'autres conducteurs. Mais la sienne était déjà perdue, la course qui semblait parfaite. Lorsque le drapeau vert tombe sur le Daytona 500, 2001, tout semble se dérouler exactement comme l'avait espéré la NASCAR. La course a été rapide, passionnante et pleine du genre d'action qui a fait aimer ce sport aux fans. Il y a eu 49 changements de tête entre 14 pilotes différents. Et Dale Earnhardt était au cœur de l'action, menant 4 fois. Mike Helton, président de la NASCAR à l'époque, observait la course depuis le poste de contrôle situé au-dessus de la piste. Il se souvient avoir pensé que c'était un grand jour qui s'annonçait. Derrière lui se trouvait le président de la NASCAR, Bill France Jr., et tout le monde était satisfait de l'évolution de la course. Fox Sports obtenait exactement le type de spectacle pour lequel elle avait payé des milliards de dollars. Les fans aussi ont adoré. Chaque fois que l'intimidateur prenait la tête, la foule de 150 000 personnes rugissait si fort qu'on pouvait l'entendre par-dessus le bruit des moteurs. Dale Earnhardt faisait ce qu'il savait faire de mieux, courir à fond, faire des gestes audacieux et rappeler à tout le monde pourquoi on l'appelait l'intimidateur. Mais il s'est passé quelque chose qui aurait dû être un avertissement. À 25 tours de l'arrivée, le premier gros accident de la course se produit enfin. Il s'agit d'un gigantesque accident sur la ligne droite arrière qui implique 20 voitures, soit près de la moitié du peloton. La voiture orange vif de Tony Stewart a pris un virage serré à droite et a foncé à pleine vitesse dans le mur de béton. Ce qui s'est passé ensuite était terrifiant à regarder. La voiture de Stewart a heurté le mur de plein fouet, avant de partir en vrille vers l'arrière. Les volets de toit conçus pour empêcher les voitures de s'envoler se mettent en place, mais ce n'est pas suffisant. 2 autres voitures ont heurté le véhicule de Stewart et l'ont fait voler dans les airs. La voiture a fait un tonneau complet, a atterri sur le capot d'une autre voiture et a fait 2 tonneaux avant de s'arrêter dans l'herbe. Cela ressemblait au genre d'accident dont personne ne se sort. Le métal tordu qui constituait la voiture de course de Tony Stewart était à peine reconnaissable. Mais d'une manière ou d'une autre, Impossible,
Stewart s'est sorti de l'accident par ses propres moyens. Il est secoué, mais va très bien. Comment a-t-il pu survivre à un accident aussi violent sans aucune blessure grave? Lorsque la NASCAR a examiné l'épave plus tard, elle a découvert quelque chose d'incroyable. Le volant de Stewart était plié et bosselé à l'endroit où son casque l'avait heurté lors de l'impact. Parce qu'il a heurté le mur de plein fouet, sa tête s'est déplacée directement vers l'avant au lieu d'être projetée sur le côté. Le volant lui a en fait sauvé la vie. Pendant que les équipes nettoient les dégâts causés par l'accident de Stewart, Dale Earnhardt parle à son propriétaire d'équipe, Richard Childress, à la radio. Il était soulagé d'entendre que Tony allait bien, mais il a ensuite dit quelque chose qui hantera Childress pour toujours. Richard, ils vont devoir faire quelque chose pour ces voitures, ou ils vont faire tuer quelqu'un. 20 tours plus tard, ces mots s'avéreront être une prédiction glaçante de son propre destin. Lorsque la course redémarre à 20 tours de l'arrivée, Dale Earnhardt se retrouve dans une position qu'il n'a jamais connue au cours de ses 22 départs précédents à la Daytona 500. Pour la première fois de sa carrière, il ne courait pas pour gagner pour lui-même. Au lieu de cela, il jouait le rôle de protecteur pour deux voitures qui lui appartenaient. Celle conduite par Michael Waltrip et son propre fils, Dale Earnhardt Jr. C'était tout à fait différent de ce que l'intimidateur avait fait auparavant. Tout au long de sa carrière, Dale Earnhardt a été connu pour sa conduite agressive et son refus de céder le moindre centimètre à qui que ce soit sur le circuit. Mais aujourd'hui, alors que ces deux voitures roulent en première et deuxième position, il fait quelque chose qui choque tous les spectateurs. Dale Earnhardt est devenu un bloqueur. Au 183 et tours, il est en tête de la course, mais il a alors fait quelque chose qui semblait impossible. Il a laissé Michael Waltrip passer, entraînant avec lui Dale Jr. Avec lui. Alors que ces deux voitures occupent les premières places, l'intimidateur déploie sa voiture sur toute la piste et commence à faire des allers-retours, bloquant tous ceux qui tentent de passer. Michael Waltrip, qui n'a jamais gagné une course en 462 départs en carrière, ne peut croire ce qu'il voit dans son rétroviseur. Nous savions tous que la plus grande menace pour empêcher l'un de nous de gagner la course était Sterling Marlin. Se souvient Waltrip. Derrière lui, Dale Jr. courait en deuxième position. Et derrière eux, Dale Sr. était en train de mettre en place une clinique de blocage comme personne n'en avait jamais vu. Pendant 17 tours, l'Intimidator a tenu tête à certains des meilleurs pilotes de la NASCAR. Sterling Marlin et Rusty Wallace foncent sur la ligne intérieure, tandis que Ken Schrader mène un groupe de voitures à l'extérieur. Mais quoi qu'ils fassent, ils ne parviennent pas à dépasser la voiture noire numéro 3 qui se faufile d'un côté à l'autre de la piste comme un ange gardien. C'était à la fois magnifique et terrifiant. Tout le monde savait que Dale Earnhardt prenait d'énormes risques en bloquant de manière aussi agressive. À 5,80 miles à l'heure, la moindre erreur pouvait être fatale. Mais il a continué à le faire, tour après tour, protégeant son fils et son coéquipier comme si sa vie en dépendait. À l'approche du drapeau blanc, signal du dernier tour, Waltrip et Earnhardt Jr. s'éloignent du peloton. Le plan fonctionne parfaitement. Dale Earnhardt allait voir son fils et son coéquipier terminer premier et deuxième de la plus grande course de l'année. Mais les détails de la suite des événements allaient révéler que ses efforts héroïques l'avaient placé dans la position la plus dangereuse qui soit. Alors que le peloton s'élance dans les virages 1 et 2 pour la dernière fois, Sterling Marlin fait une dernière tentative désespérée pour rattraper les leaders. Il s'est abaissé sur la piste, essayant de passer sous la voiture bloquante de Dale Earnhardt. Dale est alors contraint de descendre à son tour pour couper la course de Marlin. Ce qui s'est passé ensuite a été analysé image par image, millisecond par millisecond, par certains des meilleurs enquêteurs de crash au monde. Mais même avec toute leur expertise et leur technologie, les détails qu'ils ont découverts allaient refroidir tout le monde. La voiture de Dale Earnhardt n'avait pas encore complètement dégagé le nez de Sterling Marlin lorsque ce dernier s'est déplacé pour bloquer la voiture. Le léger contact a fait tourner la voiture d'Earnhardt vers la gauche, l'envoyant glisser sur le tablier plat au bas de la piste. Pendant un instant, il a semblé qu'il pourrait la sauver. Le nez de sa voiture a commencé à se corriger, pointant de nouveau vers la surface de course. Mais la physique de ce qui se passe est déjà hors de contrôle.
La voiture d'Earnhardt a remonté le talus, coupant directement la trajectoire des voitures qui le suivaient. Le peloton roule sur 3 largeurs et il n'y a nulle part où aller. Ken Schrader, qui courait juste derrière Earnhardt, n'a pas eu d'autre choix que de le percuter. La voiture de Schrader a percuté le côté passager de la Monte Carlo d'Earnhardt, créant une soudaine poussée de vitesse et tournant les 2 voitures directement vers le mur extérieur. Dans la cabine de télévision, Darrell Waltrip encourage son frère Michael, qui est sur le point de remporter sa toute première course, mais du coin de l'œil. Darrell voit la voiture numéro 3 glisser vers le mur. Pour les millions de téléspectateurs, cela n'a l'air de rien. Juste un autre accident mineur à la fin d'une course passionnante. Mais il ne s'agit pas d'un accident ordinaire. Lorsque la voiture de Dale Earnhardt a heurté le mur de béton à l'entrée du 4e virage, elle roulait à 160 miles à l'heure. L'impact s'est produit à un angle mortel, non pas de face comme l'accident de Tony Stewart plus tôt dans la course, mais dans une position qui a créé les pires forces possibles sur un corps humain. La voiture a immédiatement décéléré de 42 à 44 miles par heure. L'impact a enregistré environ 60 G, une force si violente qu'elle a poussé tout le coin avant droit de la voiture de sa courbe aérodynamique vers une surface plate qui s'appuie contre le mur. À l'intérieur de la voiture, le corps de Dale Earnhardt, 184 livres, a été projeté si violemment vers la droite qu'il a reçu un coup à l'arrière de la tête. Sa ceinture abdominale gauche, déjà usé et effiloché, s'est rompu sous l'effet de la force. Tout cela s'est produit en seulement 80 millisecondes, soit moins d'un dixième de seconde. En cette infime fraction de temps, la NASCAR a perdu sa plus grande star. Et ce sport ne sera plus jamais le même. Lorsque la voiture de Dale Earnhardt a glissé le long du talus et s'est immobilisée dans l'herbe du champ, on aurait dit qu'il attendait simplement l'arrivée des secours. La voiture n'était pas en feu. Elle n'était pas détruite comme celle de Tony Stewart l'avait été plus tôt. Pour la plupart des spectateurs, il semblait que l'intimidateur allait simplement sortir et s'en aller, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais Ken Schrader ne s'y attendait pas. La voiture de Schrader a glissé juste à côté de celle d'Earnhardt et ils se sont arrêtés nez à nez dans l'herbe. Lorsque Schrader sort de sa voiture, il boite. L'accident avait été violent. Lui aussi. Mais il était conscient et se déplaçait. Et son premier réflexe a été de prendre des nouvelles de son vieil ami. Ce que Schrader a vu en regardant par la fenêtre de Dale Earnhardt le hantera toute sa vie. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans plus tard, il ne peut décrire exactement ce dont il a été témoin. Tout ce qu'il dira, c'est que je savais que ce n'était pas bon. Dale avait de sérieux problèmes, mais c'est son comportement qui a révélé toute l'histoire. Au lieu de saluer ou de lever le pouce comme le font habituellement les conducteurs après un accident, Schrader a immédiatement commencé à faire des signes frénétiques à l'équipe de sécurité qui s'approchait. Ces gestes frénétiques ont été le premier signe que quelque chose n'allait pas du tout. Le docteur Steve Bohannon est médecin-chef des urgences de Daytona depuis 1 an seulement. Il avait traité d'innombrables victimes d'accidents, mais lorsqu'il est arrivé à la voiture de Dale Earnhardt moins de 10 minutes après l'impact, il a tout de suite su que c'était différent. Chaque fois que le conducteur est inconscient, nous savons que la situation sera difficile. Dira Bohannon des années plus tard. Lorsque je suis arrivé et que j'ai jeté un coup d'œil, il présentait des signes évidents de ce que nous appelons une fracture basilaire du crâne. Des choses que nous n'aimons pas voir chez un conducteur. Du sang sortant du nez et des voies respiratoires. Du sang sortant des oreilles. Il était inconscient. Ne réagissait pas et n'essayait pas de respirer. L'équipe médicale a travaillé frénétiquement pour sauver la vie de Dale Earnhardt. Il découpe le toit de sa voiture sur la piste et commence les manœuvres de réanimation. Mais le docteur, Bohannon connaissait déjà la vérité. En vérité, lorsque je l'ai examiné dans sa voiture, lorsque vous n'avez aucun signe de vie après un traumatisme contondant majeur, les chances d'être réanimé et de survivre sont proches de 0. Mais nous avons tenté des mesures héroïques. Pendant que l'équipe médicale travaillait, Michael Waltrip célébrait la première victoire de sa carrière dans l'allée des vainqueurs. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait à quelques centaines de mètres de là. Dale Earnhardt Jr., qui avait terminé 2e, s'est instinctivement mis à courir vers le centre de soins de l'enceinte.
Mais lorsqu'il a croisé le regard de Ken Schrader, qui était examiné derrière un rideau, il a tout de suite su, en voyant le regard de Schrader, qu'il devait se rendre à l'hôpital. Ce qu'il y trouvera le glacera jusqu'à l'os. L'horrible découverte. À Halifax Medical Center, à 1,5 km du Daytona International Speedway, le docteur Bohannon et son équipe de 12 à 15 médecins travaillent désespérément pour sauver la vie de Dale Earnhardt. Bohannon et son équipe de 12 à 15 personnes travaillent désespérément pour sauver la vie de Dale Earnhardt. Ils ont essayé de gonfler ses poumons affaissés, ont effectué des radiographies du thorax et ont injecté du sang dans son corps. Mais les dégâts étaient trop importants. Au milieu de ce chaos contrôlé, le docteur Bohannon s'est rendu compte que quelqu'un d'autre se trouvait dans la salle de traumatologie avec eux. Teresa Earnhardt, la femme de Dale, était arrivée et se tenait tranquillement contre le mur du fond. Elle était très calme, se souvient Bohannon. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a rien perturbé. Elle était la seule à se trouver dans la pièce en dehors du personnel médical. Dale Earnhardt Jr. était arrivé, mais lorsqu'il est entré dans la salle de traumatologie, il a compris, au langage corporel des médecins, que le combat était déjà terminé. Nous sommes entrés là-dedans et nous l'avons su tout de suite, dit-il. Quand j'ai compris que c'était ainsi que les choses allaient se passer, que papa était parti, je me suis retourné et j'ai vu G. R. Rhodes et j'ai couru vers lui. Il y a eu ce bruit qui est sorti de moi et que je ne peux pas recréer. C'est comme un mugissement de choc, de chagrin et de peur. Mais le moment le plus déchirant est survenu lorsqu'un technicien a commencé à préparer le corps de Dale Earnhardt. Il a commencé à retirer l'alliance d'Earnhardt lorsque la voix de Teresa est venue du fond de la pièce. Elle n'a dit qu'un seul mot, « Non ». Le docteur. Bohannon a vu la technicienne le regarder, ne sachant que faire. J'ai dit, « Faites ce qu'elle vous dit ». Se souvient le docteur Bohannon. Je suis sorti après cela. Je ne l'ai jamais oublié. Lorsque la NASCAR a finalement publié le rapport officiel de l'accident, les détails étaient choquants. Dale Earnhardt souffrait d'une fracture de la cheville, de côtes cassées et d'une fracture du sternum. Mais la blessure mortelle était une fracture basilaire du crâne, c'est-à-dire une fracture de tous les os à la jonction du crâne et de la colonne vertébrale. L'impact a également brisé sa ceinture abdominale gauche. Mais le détail le plus effrayant est ce que les enquêteurs ont découvert lorsqu'ils ont examiné les photographies de la voiture. Des taches de sang couvrent presque toutes les surfaces à l'intérieur du cockpit. L'accident a duré moins d'une seconde, mais les dégâts qu'il a infligés au corps de Dale sont inimaginables. La révolution qui a tout changé. À Dix 9H. M. Ce soir-là, le président de la NASCAR, Mike Helton, est entré dans un centre de presse bondé au Daytona International Speedway. Avant de sortir de la caravane de la NASCAR, il avait posé à ses collègues une question qui montrait à quel point ce moment semblait impossible. Comment dirais-je que nous avons perdu Dale Earnhardt? Le vice-président de la NASCAR, Paul Brooks, lui a donné une réponse simple, comme ça. Helton tient son micro, prend son courage à deux mains pour ne pas pleurer la perte de son ami et annonce la nouvelle qui changera la NASCAR pour toujours. C'est sans aucun doute l'une des annonces les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire personnellement. Mais après l'accident survenu dans le virage 4 à la fin de la Daytona 500, nous avons perdu Dale Earnhardt. Cette nuit-là, les téléphones ont commencé à sonner au domicile de Jim Downing à Atlanta et de Robert Hubbard dans le Michigan. Les deux hommes qui avaient inventé le dispositif Hans que Dale Earnhardt avait refusé de porter. Les appels provenaient de pilotes de stock car et d'équipes de course qui voulaient soudain tout savoir sur les appuis-têtes et les appuis-nuques. La révolution de la NASCAR en matière de sécurité avait enfin commencé, mais elle s'était faite au pire prix possible. En l'espace de quelques mois, le dispositif Hans est devenu obligatoire dans la NASCAR. Les murs en béton de chaque circuit ont été recouverts de barrières absorbant l'énergie. Les voitures ont été redessinées avec de meilleures ceintures de sécurité, des arceaux de sécurité plus solides et des sièges mieux conçus. Chaque changement a été effectué dans un seul but, faire en sorte que ce qui est arrivé à Dale Earnhardt n'arrive plus jamais à personne d'autre. Des années plus tard, aucun pilote de NASCAR n'est mort dans un accident survenu lors d'une course.
Le sport que Dale Earnhardt aimait est devenu plus sûr grâce aux détails de son accident qui a glacé tout le monde jusqu'à l'os. Le dernier cadeau qu'il a fait à la NASCAR est d'avoir forcé ce sport à affronter la réalité mortelle qu'il avait ignorée pendant trop longtemps. Sa mort a révélé une tragédie qui aurait pu être évitée, mais qui a conduit à des changements qui ont sauvé d'innombrables vies. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces détails? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.